Welcome to the Open Learning Campus, brought to you by the World Bank Group. L'Asie du Sud figure parmi les régions à plus forte croissance dans le monde. Sa croissance économique forte a déjà permis des avancées significatives dans la réduction de la pauvreté. Néanmoins, la pauvreté en Asie du Sud reste élevée et les plus grands pays de la région connaissent une inégalité économique accrue. Habitant 40% des pauvres de la planète, la population de l'Asie du Sud devrait passer de 1,6 milliard en 2010 à 2,2 milliards en 2020. Plus de 200 millions de personnes vivent dans des bidonvilles urbains et la population urbaine devrait connaître une croissance spectaculaire. À mesure que les revenus augmentent et que l'urbanisation s'accélère, la classe moyenne émergente va changer les choses. C'est une très bonne chose, mais cela peut également accroître les pressions exercées sur les ressources naturelles, augmenter les émissions de gaz à effet de serre et changer la dynamique politique. Parce que la classe moyenne est mieux à même de s'organiser et d'agir pour obtenir ce qu'elle veut. L'énergie est la principale source d'émissions en Asie du Sud. Actuellement, la consommation d'énergie par habitant représente seulement un tiers de la moyenne mondiale. Mais la croissance de la consommation devrait s'accélérer rapidement avec le développement économique. La région s'appuie principalement sur le charbon. Au fur et à mesure que l'Asie du Sud se développe, les pays s'efforcent de s'orienter vers un développement à faible émission pour répondre à la demande énergétique croissante sans causer de problèmes majeurs pour le climat. Plusieurs pays ont toutefois l'intention d'accroître l'exploitation de leurs réserves de charbon. L'Inde prévoit notamment d'étendre la production de charbon du pays 2 fois et de doubler sa production d'ici 2020. L'écart entre la demande et l'offre d'électricité dans la région de l'Asie du Sud est très important. Et même lorsqu'il est disponible, le service est souvent peu fiable. Les coupures de courant peuvent être fréquentes et longues. Pour vous donner un exemple, à l'heure actuelle, la population de Katmandou est confrontée à plus de 18 heures de coupure d'électricité par jour. L'approvisionnement non fiable signifie que même si vous êtes relié au réseau, vous aurez souvent besoin d'une installation de secours. La plupart des gens qui peuvent se le permettre possèdent donc un générateur diesel et l'industrie dispose souvent de sa propre source d'énergie qu'elle utilise lorsque le réseau est coupé. Et les émissions produites par ces générateurs peuvent avoir des effets sur la pollution locale et mondiale. Au Pakistan, la puissance fournie par le réseau électrique est inférieure à la demande et cet écart atteignait pratiquement 5 gigawatts en 2013. De nombreux efforts ont été entrepris pour réformer le secteur pakistanais de l'électricité et étendre l'alimentation électrique par le réseau en utilisant des ressources moins polluantes comme l'hydroélectricité. Ces pays resteront lourdement dépendants des combustibles fossiles tant que la demande en énergie ne cessera de croître, mais la teneur en carbone de leur croissance peut diminuer. Une grande partie du potentiel hydroélectrique de la région est inexploitée. En 2013, le Népal et le Bhoutan exploitaient moins de 10% de leurs ressources hydroélectriques. Et en Inde, seule la moitié de ces ressources a été exploitée. L'Inde a également des objectifs très ambitieux en matière d'énergie combustible non fossile. Le pays espère pousser jusqu'à 40% sa capacité de production à partir d'énergies renouvelables d'ici 2030. On s'attend à ce que le solaire passe de 4 gigawatts en 2015 à 100 gigawatts en 2022. Quant à l'énergie éolienne, elle devrait atteindre 60 gigawatts en 2022. Tous les pays augmentent leur investissement dans les énergies renouvelables. Aussi, le stockage par pompage à l'aide de barrages hydroélectriques et l'industrie émergente des batteries joueront également un rôle croissant. Parlons maintenant de l'efficacité énergétique. On peut améliorer l'efficacité du côté de l'offre, c'est-à-dire la façon dont l'énergie est produite et distribuée dans le réseau, et du côté de la demande, c'est-à-dire la façon dont elle est utilisée, comme l'efficacité énergétique de toutes nos ampoules et de nos bâtiments tout au long de la chaîne de valeur. Cela constitue une opportunité incroyable de contribuer à l'atténuation du changement climatique. Pour vous donner un exemple, une étude que nous avons menée au Bangladesh a montré que simplement en automatisant la façon dont les centrales électriques distribuent leur production dans le réseau, par l'automatisation, on peut économiser 1 milliard de dollars par an. Il s'agit principalement des centrales à mazout lourd qui ne fonctionnent alors qu'en cas de besoin. Parmi les autres opportunités figurent la réduction des pertes dans le transport et la distribution qui sont assez élevées dans de nombreux pays d'Asie du Sud. On peut également augmenter l'efficacité de l'utilisation d'énergie. Ces mesures d'efficacité énergétique peuvent éviter les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi réduire les factures d'électricité des consommateurs, ce qui en ferait de vraies mesures gagnant-gagnant.
Du côté de la demande d'électricité, la suppression progressive des lampes à incandescence inefficaces et leur remplacement par un éclairage efficace, tel que les diodes électroluminescentes, LED, peut entraîner une réduction de plus de 5% de la consommation d'électricité dans la région, ce qui réduit également les émissions. Ces mesures figurent parmi les meilleures interventions en faveur des pauvres qu'un pays peut mettre en place pour venir en aide aux populations pauvres. Ainsi, l'Inde prévoit de remplacer 770 millions d'éclairages domestiques par des lampes LED d'ici 2019. Cette mesure entraînera une économie d'énergie de 100 milliards de kilowattheures et une réduction de 6 milliards de dollars américains dans les factures de consommation chaque année. Les normes s'appliquant aux appareils électriques et les programmes d'étiquetage pour les réfrigérateurs et les ventilateurs existent déjà ou sont en cours d'élaboration en Inde, au Bangladesh, au Sri Lanka et au Pakistan. Il en va de même pour les codes du bâtiment applicables aux nouvelles constructions. En effet, comme on attend une croissance de la population urbaine de 250 millions d'habitants au cours des 15 prochaines années, cela a énormément d'importance. Chacun de ces 250 millions d'habitants va acquérir toute une série de nouveaux appareils électriques pour la première fois. Si le marché est en mesure de fournir des appareils répondant à de meilleures normes de performance énergétique, utilisant 30 à 50% moins d'électricité que les appareils traditionnels, le secteur résidentiel dans son ensemble pourra économiser 1,5 milliard de dollars par an. Passons maintenant à l'accès à l'énergie. Il s'agit là d'un défi énorme dans la région, car environ 500 millions de personnes n'ont pas accès du tout à l'électricité. Les énergies renouvelables décentralisées hors réseau peuvent aider à améliorer l'accès à l'énergie, notamment pour les communautés où la connexion au réseau est un espoir lointain. Le programme de système solaire individuel au Bangladesh est l'un des plus grands programmes de ce genre dans le monde. En 2015, plus de 4 millions de systèmes solaires individuels ont été installés dans les zones rurales du Bangladesh, créant 70 000 emplois directs et permettant aux gens bénéficiant d'un nouvel accès à l'électricité d'augmenter leurs revenus. Les pompes solaires deviennent rapidement une alternative d'irrigation fiable pour les agriculteurs, car la technologie solaire aide à réduire les coûts, protège l'environnement et réduit le besoin d'importer un carburant diesel coûteux. Les pompes solaires deviennent rapidement une alternative d'irrigation fiable pour les agriculteurs, car la technologie solaire aide à réduire les coûts, protège l'environnement et réduit le besoin d'importer un carburant diesel coûteux. Cette option est particulièrement adaptée au Bangladesh, où l'eau souterraine est peu profonde et abondante. Elle l'est beaucoup moins dans les régions de l'Inde et du Pakistan, où les eaux souterraines sont déjà surexploitées et où les coûts du carburant ou le peu de fiabilité de l'approvisionnement en énergie sont les principaux facteurs limitant la consommation d'eau. Les forêts sont une ressource précieuse pour éliminer le CO2. A l'inverse, la déforestation émet des gaz à effet de serre nocifs dans l'atmosphère. Avec environ 70% de ces terres sous couverture forestière, le Bhoutan a déclaré en 2009 avoir pour objectif de maintenir un bilan carbone neutre, voire négatif. En conclusion, on a une population énorme qui devrait croître de façon spectaculaire, une dépendance énorme au charbon qui devrait augmenter de façon spectaculaire. Mais l'Asie du Sud pourrait suivre une autre voie. Elle pourrait suivre la voie de plus d'énergie renouvelable, plus d'énergie énergétique, plus de forêts. Si elle suit cette voie, cela fera une énorme différence en termes d'émissions de carbone au niveau mondial.